J'ai toujours pensé que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Pas quand Chloé dépendait de moi pour tout. Pas quand chaque euro économisé représentait un jour d'espoir de plus pour sa petite vie. J'étais infirmière depuis 12 ans. Je connaissais l'odeur des couloirs de l'hôpital mieux que celle de ma propre maison. Les doubles gardes étaient ma routine. Dormir 5 heures par nuit, un privilège. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand je voyais ma fille de 6 ans jouer dans le jardin de notre maison modeste, feignant de ne pas remarquer à quel point son cœur s'accélérait après le moindre effort. La cardiopathie congénitale de Chloé avait été diagnostiquée à la naissance. Pendant des années, nous avions réussi à la contrôler avec des médicaments et un suivi médical. Mais maintenant, à 6 ans, son état se détériorait rapidement. Son petit cœur n'arrivait plus à pomper suffisamment de sang. Les médecins étaient clairs. Sans chirurgie, elle ne dépasserait pas l'âge de 8 ans. « Maman, pourquoi es-tu toujours triste ?» m'a-t-elle demandé un samedi après-midi, ses grands yeux curieux me fixant pendant que nous colorions ensemble. « Je ne suis pas triste, mon amour, juste fatiguée du travail. » Un mensonge. J'étais terrifiée. 500 000 $, c'était le prix de la chirurgie expérimentale qui pourrait sauver Chloé. En France, seules 2 cliniques pratiquaient l'intervention, et malgré toute mon expérience médicale, je savais que notre situation financière la rendait impossible. La Sécurité sociale avait refusé de prendre le cas en charge car elle le considérait comme expérimental. Les assurances privées refusaient de couvrir. Ma famille avait aidé autant qu'elle le pouvait, mais c'était loin d'être suffisant. Je vendais des billets de tombola, faisais du ménage le week-end, acceptais toutes les gardes supplémentaires possibles. En 1 an, j'avais réussi à amasser à peine 15 000 €. C'était comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. C'est un mardi soir, après une garde de 16 heures, que tout a changé. J'étais à l'arrêt de bus quand mon téléphone a sonné. Un numéro international. Léa Dubois? Oui, qui est-ce? Mon nom est Antoine Fournier. Je suis un courtier en contrats internationaux. Je souhaiterais vous parler d'une opportunité de travail à l'étranger. Ma première réaction a été de raccrocher. Les arnaques impliquant du travail à l'étranger étaient courantes. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Quel genre de travail? Il serait préférable de nous rencontrer en personne. La proposition est inhabituelle, mais tout à fait légale et très bien rémunérée. 500 000 $ américains. Mon cœur s'est emballé. 500 000 $. Exactement le montant dont j'avais besoin pour Chloé. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café élégant du centre de Paris, observant un homme en costume impeccable remuer sa tasse de café, comme s'il était sur le point de proposer quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. « Madame Dubois, je vais être directe. J'ai un client qui doit se marier dans les 3 prochains mois pour respecter une exigence testamentaire. C'est un cheikh arabe, milliardaire, qui réside à Dubaï. Il cherche une épouse qui puisse faire bonne figure pendant exactement 12 mois. Je me suis étouffée avec mon café. Excusez-moi, vous êtes en train de me suggérer que vous l'épousiez. Oui, par contrat. Ce n'est pas de la prostitution ou quoi que ce soit d'illégal. C'est un vrai mariage, enregistré, mais avec un terme défini et des règles précises. Mon esprit tournait. Un mariage sous contrat? Ça existait vraiment? Antoine a continué, sa voix calme et professionnelle. Le paiement est de 500 000 $ américains, transférés en plusieurs versements pendant la durée du contrat. À la fin des 12 mois, vous divorcez à l'amiable et vous rentrez en France avec l'argent. Pourquoi moi? Pourquoi une infirmière française? Mon client a des critères spécifiques. Juste pour être sûr que tu continues à recevoir nos histoires, abonne-toi à la chaîne. Mets aussi un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes. Il veut quelqu'un sans liens familiaux compliqués, sans ambition de rester dans la région, et avec une apparence adaptée au monde social dans lequel il évolue. Votre profil a été sélectionné parmi des centaines. Sans liens familiaux compliqués. S'il avait su pour Chloé, quelles sont les règles? Simple. Vous devez avoir une apparence impeccable, l'accompagner aux événements sociaux quand il vous le demande, vivre dans son palais à Dubaï et ne jamais révéler la nature du contrat. Ah, et une règle fondamentale. Aucune implication émotionnelle réelle. C'est strictement professionnel. Je suis restée silencieuse pendant de longues minutes, assimilant tout. 500 000 $ sauveraient Chloé. Mais je devrais la laisser pendant 1 année entière. Mentir sur ma vie. Vivre une imposture totale. Je dois réfléchir. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Mon client voyage la semaine prochaine pour finaliser d'autres aspects de l'affaire. Si vous acceptez, vous embarquez dans 10 jours. Cette nuit-là, assise à côté du lit de Chloé pendant qu'elle dormait, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai observé son petit visage serein, j'ai écouté sa respiration légèrement haletante même pendant son sommeil, et j'ai su ce que je devais faire. Certains mensonges en valent la peine s'ils peuvent sauver une vie. Le vol pour Dubaï a été le plus long de ma vie. 12 heures suspendues entre 2 réalités. La mer désespérée que j'avais laissée derrière moi
et l'épouse sous contrat que j'étais sur le point de devenir. Antoine m'avait préparé pendant une semaine intense. Des leçons sur l'étiquette arabe, les vêtements appropriés, comment me comporter en public, même quelques mots de base en arabe. Mais rien ne m'avait préparé au luxe opulent qui m'attendait. L'aéroport de Dubaï était déjà impressionnant, mais lorsque le chauffeur m'a conduite jusqu'au portail du palais du Cheikh Karim Al Masri, j'ai eu l'impression d'entrer dans un film. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient à perte de vue. Des fontaines en marbre blanc reflétaient la lumière dorée du soleil. Le palais lui-même semblait flotter, ses tours et ses arches de style islamique contrastant avec le ciel bleu intense. « Madame Al Masri », a dit une femme élégante dans un anglais parfait, « je suis Aïcha, la gouvernante. Bienvenue. » Madame Al Masri. Le nom sonnait étrangement à mes oreilles. Quelques heures plus tôt, j'étais simplement Léa Dubois, infirmière du nord de la France. Maintenant, j'avais un nom de famille qui portait des siècles d'histoire et des milliards de dollars. Le cher Karim vous attend dans la bibliothèque dans 1 heure. D'ici là, aimeriez-vous découvrir vos appartements? Mes appartements étaient plus grands que ma maison entière en France. Une suite avec vue sur le golfe, une salle de bain en marbre avec une baignoire plus grande que ma cuisine, un dressing de la taille de ma chambre, tout dans des tons d'or et de bleu, élégants et étouffants à la fois. 58 minutes plus tard, je me tenais devant 2 portes en bois sculpté, essayant de maîtriser ma nervosité. De l'autre côté se trouvait l'homme qui serait mon mari pour les 12 prochains mois. Les portes se sont ouvertes silencieusement. Le cheikh Karim Al Masri se tenait près d'une immense fenêtre, observant quelque chose dans le jardin. Même de dos, sa présence dominait la pièce. Grand, avec de larges épaules, il portait une tunique blanche traditionnelle qui semblait avoir été faite spécialement pour lui. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai compris pourquoi les femmes du monde entier soupirèrent pour lui. Des traits parfaits, une peau hâlée par le soleil du désert, des yeux sombres et intenses qui semblaient voir à travers l'âme. Mais il y avait autre chose dans son regard. Une froideur, une distance calculée. Léa Dubois, sa voix était grave et contrôlée. Ou devrais-je dire, Léa Al Masri maintenant. L'un ou l'autre me va bien, monsieur. Karim. En public, vous m'appelez mon amour ou chéri. En privé, juste Karim. Il s'est approché, et j'ai pu sentir son parfum masculin mélangé à quelque chose qui me rappelait les épices. Intimidant et attirant à la fois. Mettons certaines choses au clair dès le début, a-t-il continué, sa voix gardant son ton professionnel. Ce mariage est une transaction commerciale. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre apparence et votre position sociale, mais n'attendez rien de plus de ma part. Je comprends parfaitement. Vous avez de la famille en France? La question m'a prise au dépourvu. C'était l'occasion de parler de Chloé, mais les mots d'Antoine ont résonné dans mon esprit. Sans liens familiaux compliqués. Non, personne de proche. Premier mensonge. Le premier d'une longue série. Parfait. Il n'y aura donc pas de distraction inutile. Il m'a tendu un dossier en cuir. Votre emploi du temps pour les prochains mois. Événements sociaux, dîners, quelques voyages. Aïcha s'occupera de tous les détails pratiques. Vous devez juste vous présenter, sourire et me soutenir publiquement. J'ai rapidement feuilleté les pages. Gala de charité, dîner d'affaires, inauguration d'un hôtel, mariage d'un cousin éloigné. Ma nouvelle vie résumée en des obligations sociales qui ne signifiaient rien pour moi. Des questions? Des centaines. Mais une seule importait vraiment. Quand vais-je recevoir le premier versement? Quelque chose a rapidement traversé son regard. De la déception? La confirmation que j'étais exactement ce à quoi il s'attendait? 20% la première semaine, le reste en versement mensuel. 100 000 $ en quelques jours, suffisant pour commencer le traitement préopératoire de Chloé. Je vois. Très bien. Le dîner est à 8 heures. Aïcha vous aidera avec tout ce dont vous avez besoin. Il s'éloignait déjà lorsque j'ai demandé « Et si je ne parviens pas à bien jouer le rôle ?» Karim s'est arrêté et s'est retourné lentement. « Madame Al Masri, vous avez déjà eu le rôle. Maintenant, il ne s'agit que de ne pas tout gâcher. » Ces mots sonnaient à la fois comme une promesse et une menace. Cette première nuit, allongée dans un lit plus grand que n'importe quel autre dans lequel j'avais dormi, j'ai regardé le plafond doré et j'ai pensé à Chloé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une pointe d'espoir. L'argent était à ma portée. La chirurgie serait possible. Mais en écoutant les bruits lointains du palais qui s'endormait pour la nuit, une question m'a tenue éveillée. Serait-il possible de vivre un mensonge pendant une année entière sans perdre complètement qui j'étais? À l'étage inférieur, Karim avait probablement les mêmes pensées sur notre étrange union. 2 étrangers, unis par nécessité, feignant un amour qui n'existait pas, comptant les jours avant d'être libérés l'un de l'autre. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Les premiers mois en tant qu'épouse du cher Karim Al Masri ont été un mélange étrange de luxe extravagant et de solitude profonde. Chaque matin, je me réveillais dans de la soie égyptienne, chaque repas était servi dans de la porcelaine française,
Chaque vêtement dans mon dressing coûtait plus que mon salaire annuel en France. Mais rien de tout cela ne comblait le vide qui grandissait dans ma poitrine. Chloé était à des milliers de kilomètres, sous la garde de mon amie Martine, une infirmière à la retraite qui avait accepté de s'occuper d'elle contre rémunération. J'avais inventé une histoire de travail temporaire à l'étranger en promettant de revenir bientôt. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, surtout pendant les appels vidéo quotidiens qui étaient mon unique lien avec la réalité. « Maman, quand est-ce que tu rentres ?» demandait toujours Chloé, sa petite voix résonnant dans mon téléphone à travers la connexion Internet instable. « Bientôt, mon amour. Maman travaille pour que tu sois en bonne santé. Ton câlin me manque. » Ces mots me brisaient le cœur chaque nuit. Karim et moi avons développé une étrange routine. La journée, il disparaissait dans des réunions d'affaires ou restait enfermé dans son bureau. Je déambulais dans l'immense palais, je lisais à la bibliothèque, me promenais dans les jardins ou prenais des leçons d'arabe avec un professeur particulier qu'il avait engagé. Le soir, lorsque nous avions des obligations sociales, nous nous transformions en couple parfait. Il me tenait la main, souriait quand je parlais, me présentait fièrement comme son épouse. Je lui rendais l'appareil avec des sourires radieux, me blottissais contre lui pendant les conversations, feignant un intérêt sincère pour les discussions sur les investissements et la politique régionale. Nous étions de grands acteurs jouant pour un public qui ne se doutait jamais de la vérité. Mais dans les moments privés, nous redevenions des étrangers polis partageant le même toit. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-il lors de nos dîners silencieux. « Tranquille. Et la tienne ?»« Productive. » Des conversations de 2 ou 3 phrases sont devenues notre normalité. Je commençais à me demander s'il était naturellement réservé ou s'il ne voyait simplement pas de raison de gaspiller de l'énergie émotionnelle avec quelqu'un qui n'était là que temporairement. Le premier versement est arrivé exactement comme promis. 100 000 $ transférés sur un compte qu'Antoine avait ouvert pour moi à Dubaï. J'ai immédiatement envoyé 80 000 à Martine avec des instructions précises sur la manière de procéder avec le traitement préopératoire de Chloé. La joie de savoir que ma fille allait enfin recevoir les soins nécessaires a été éclipsée par l'angoisse de ne pas pouvoir être là personnellement. Martine m'envoyait des rapports médicaux, des photos des examens, des vidéos de Chloé jouant à l'hôpital pendant les consultations. Tout semblait se passer pour le mieux, mais je me sentais comme une mère fantôme observant la vie de sa fille à travers un écran. C'est au cours d'une de ces nuits solitaires, environ 3 mois après mon arrivée à Dubaï, que tout a changé. Une tempête de sable a frappé la région avec une force inhabituelle. Les vents hurlaient, comme des âmes perdues, et le sable recouvrait tout d'une brume dorée et suffocante. Vers 10 heures du soir, l'électricité du palais a complètement coupé. J'étais dans ma chambre quand tout est devenu noir. La climatisation s'est arrêtée, laissant la chaleur étouffante du désert s'installer lentement. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai essayé de trouver quelques bougies que j'avais vues dans un placard. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. « Léa, ça va ?» C'était Karim. C'était la première fois qu'il venait dans ma chambre. « Ça va, je cherche juste des bougies. Viens dans le salon. J'ai un groupe électrogène de secours là-bas, mais il ne fonctionne que pour quelques heures. » Je l'ai trouvé dans le salon principal, éclairé par plusieurs bougies épaisses et un feu de cheminée allumé. L'atmosphère, habituellement formelle et imposante, semblait intime et accueillante sous la lumière dorée et dansante des flammes. « De telles tempêtes peuvent durer jusqu'à 3 jours, a-t-il dit en servant 2 tasses de thé arabe fumant. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Non, en fait, j'aime bien les tempêtes. Elles me rappellent mon enfance. Il m'a regardé avec une curiosité sincère pour la première fois depuis que nous nous connaissions. Parle-moi de ton enfance. Nous nous sommes assis sur le canapé en cuir, à la distance respectueuse habituelle, mais quelque chose dans l'air avait changé. C'était peut-être la vulnérabilité forcée par la situation, ou la façon dont les ombres dansaient sur son visage, le rendant moins intimidant et plus humain. J'ai grandi dans une petite ville dans le centre de la France. Ai-je commencé, surprise de vouloir réellement partager. Ma grand-mère s'occupait de moi pendant que ma mère travaillait. Pendant les tempêtes, elle nous faisait du chocolat chaud et nous racontait des histoires de sa jeunesse. Ta mère est morte jeune? Cancer? J'avais 17 ans. Je suis désolée. Et toi? Comment c'était de grandir en étant un cher? Karim est resté silencieux pendant un long moment, faisant tourner la tasse de thé entre ses mains. Solitaire, a-t-il finalement dit. Mon père était un homme difficile. Il exigeait la perfection en tout. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, et après cela, la vie n'est devenue qu'une question de devoir et d'obligation. Comment est-elle morte? Un accident de voiture. Elle s'enfuyait. Le mot « s'enfuyait » est resté en suspens entre nous comme une confession involontaire. S'enfuyait de quoi? Karim m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Une douleur profonde et ancienne. De mon père, du mariage arrangé, d'une vie qu'elle n'a jamais choisie. Soudain, j'ai compris beaucoup de choses sur l'homme assis à côté de moi.
La froideur, le détachement, l'insistance à maintenir notre relation strictement professionnelle. Il avait appris que l'amour et l'obligation étaient des concepts incompatibles. C'est pour ça que vous avez fait cet arrangement avec moi. Ai-je dit plus pour moi-même que pour lui? En partie. Mon père a laissé une clause dans son testament exigeant que je me marie avant mes 35 ans pour prendre pleinement la tête des affaires familiales. Il croyait qu'un homme célibataire ne pouvait pas être entièrement digne de confiance. Et vous ne vouliez pas vous marier pour de vrai. Je ne veux pas faire à une femme ce que mon père a fait à ma mère. Nous sommes restés silencieux, écoutant le vent dehors. Pendant un instant, nous n'étions pas un cher et une épouse sous contrat. Nous étions juste deux personnes blessées par les circonstances de la vie, trouvant un moment de connexion réelle au milieu d'une imposture élaborée. « Léa, a-t-il dit doucement, puis-je te demander pourquoi tu as vraiment accepté cet accord? Et ne me dis pas que c'était juste pour l'argent. Il y a autre chose. » Mon cœur s'est emballé. C'était ma chance de parler de Chloé, d'être honnête sur ma véritable motivation. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Mais ensuite, j'ai pensé au contrat, aux règles claires sur le fait de ne pas compliquer les choses, et à son histoire sur sa mère qui est morte en essayant d'échapper à des responsabilités familiales imposées. Tu as raison, ce n'était pas seulement pour l'argent, ai-je dit prudemment. Mais certains secrets sont trop lourds à partager, même des nuits comme celle-ci. Karim a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Nous avons tous nos fantômes. La tempête a continué pendant 2 autres nuits. Pendant ce temps, quelque chose a changé entre nous. Pas de l'amour, aucun de nous n'était prêt pour cela, mais une compréhension mutuelle. Nous avons découvert que nous aimions tous les deux lire, qu'il cuisinait incroyablement bien quand il le voulait, et que je réussissais à le faire rire avec des histoires de mes aventures d'infirmière. Quand l'électricité est revenue et que la routine normale a repris, nous avons maintenu cette nouvelle dynamique. Les dîners sont devenus moins silencieux. Il a commencé à me poser des questions sur mes livres, et j'ai découvert que derrière la façade froide se cachait un homme intelligent, réfléchi et étonnamment gentil. Mais je portais toujours le poids de mon secret sur Chloé, et chaque jour qui passait, dire la vérité devenait plus difficile et plus nécessaire à la fois. C'était une bombe à retardement émotionnel, et je n'avais aucune idée de quand elle allait exploser. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon arrivée à Dubaï quand j'ai réalisé que j'étais en territoire dangereux. Ce qui avait commencé comme une transaction commerciale froide se transformait en quelque chose que je n'avais pas prévu, une intimité réelle. Karim a commencé à m'inclure dans des aspects de sa vie qui ne faisaient clairement pas partie du contrat initial. Il m'emmenait faire des promenades matinales dans les jardins privés, partageait ses préoccupations d'affaires lors de nos dîners, et m'a même enseigné quelques mots en arabe en dehors des leçons formelles. « Habibi », a-t-il dit un matin, souriant pendant que je peinais à prononcer une phrase compliquée. Ça veut dire « mon chéri ». Peut-être que ça te sera utile en public, mais la façon dont il l'a dit, douce et presque tendre, n'avait rien d'une répétition pour le public. Je jouais avec le feu, et je le savais. Le pire était que Chloé allait mieux. Les consultations médicales montrèrent des progrès significatifs avec le traitement préopératoire. Martine m'envoyait des vidéos d'elle, jouant avec plus d'énergie, courant sur de petites distances sans être essoufflée. Nous avions enfin une date pour la chirurgie, dans 2 mois. « Maman, tu as l'air différente », a remarqué Chloé lors d'un de nos appels vidéo. « Tu es plus jolie. » C'est juste le soleil du désert, mon amour. Mais je savais que ce n'était pas ça. C'était le sentiment dangereux d'être prise en charge par quelqu'un, même si ce n'était qu'une illusion temporaire. Karim avait commencé à me faire de petits cadeaux. Rien d'extravagant. Un livre dont j'avais mentionné vouloir lire, des fleurs fraîches du jardin pour ma chambre, un thé spécial qu'il avait rapporté d'un voyage d'affaires. Des gestes simples qui semblaient trop sincères pour faire partie de notre imposture. « Tu n'as pas besoin de faire ça », ai-je dit un soir en trouvant des pétales de jasmin flottant dans ma baignoire. Faire quoi? Ces gestes romantiques. Nous sommes seuls, il n'y a pas de public à impressionner. Karim était resté planté dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de vulnérable sur son visage. Peut-être que j'ai oublié quand je joue un rôle et quand je ne le fais pas. Cette confession m'a fait déglutir, parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. La situation s'est encore compliquée lorsqu'il a commencé à se rapprocher physiquement et émotionnellement de moi. Pas de manière sexuelle. Nous respections tous les deux cette ligne invisible, mais d'une manière qui rendait notre proximité plus dangereuse chaque jour. Il a commencé à poser sa main sur mon dos lorsque nous marchions ensemble, même lorsque nous étions seuls. Pendant les films que nous regardions les soirs de tempête, qui sont devenus fréquents même sans tempête réelle, il s'asseyait de plus en plus près. Une nuit, je me suis endormie pendant un film et je me suis réveillée avec sa tunique posée sur mes épaules. « Tu avais l'air d'avoir froid », a-t-il simplement dit. Mais c'est un jeudi après-midi que tout a failli s'effondrer. J'étais dans le jardin, comme d'habitude après le déjeuner, essayant de profiter des quelques moments de brise avant la chaleur torride de l'après-midi. Mon téléphone a sonné. Martine m'appelait en dehors des heures habituelles.
Léa, il faut que je te parle d'urgence. Mon sang s'est glacé. Qu'est-il arrivé à Chloé? Elle va bien, mais... Elle a demandé où tu étais vraiment. Un des enfants de l'hôpital a dit qu'il t'avait vu dans un pays arabe sur des photos sur Internet. Des photos sur Internet? Mon estomac s'est noué. Quelles photos? Toi et le cher Karim lors d'un gala de charité la semaine dernière. Les images sont sur plusieurs sites de célébrités et de nouvelles sociales. Chloé les a vues et m'a demandé pourquoi tu es habillée comme une princesse et pourquoi tu ne lui as pas dit que tu t'étais mariée. Merde. J'avais été si prudente pour garder ma vie à Dubaï séparée de ma vie en France, mais je n'avais pas pensé que des photos d'événements sociaux pourraient fuiter sur des sites internationaux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais en mission spéciale et que tu lui expliquerais tout quand tu rentrerais. Mais ce n'est plus une petite fille, Léa. Elle pose des questions difficiles. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le jardin pendant des heures, mon esprit tournant en rond. Comment expliquerais-je à Chloé que sa mère avait épousé un étranger pour de l'argent? Comment justifierais-je d'avoir menti sur tout? Et pire, comment expliquerais-je que je commençais à avoir de vrais sentiments pour un homme qui n'avait aucune idée de son existence? Tu as l'air bouleversé. Karim s'était approché silencieusement, sa présence immédiatement réconfortante et alarmante à la fois. Juste fatigué. Léa, il s'est assis à côté de moi sur le banc, en marbre, assez près pour que je sente sa chaleur corporelle. Ces derniers mois, j'ai appris à reconnaître tes expressions. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de la peur. Je l'ai regardé, cet homme qui était devenu si important dans ma vie sans que je m'en rende compte. Sa préoccupation sincère m'a presque complètement brisée. Nous avons tous nos fantômes, tu te souviens? Ai-je dit, répétant ses propres mots de la nuit de la tempête. Oui, mais certains fantômes doivent être exorcisés avant de détruire le présent. Ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac, parce que je savais qu'il avait raison, et je savais que mon temps était compté. Ce soir-là, pendant le dîner, Karim était plus silencieux que d'habitude. Je pouvais sentir son regard m'étudier, comme s'il essayait de déchiffrer les secrets que je portais. « Puis-je te poser une question indiscrète ?» a-t-il finalement dit. « Tu peux essayer. Tu as quelqu'un en France? Quelqu'un qui t'attend ?» La question m'a complètement prise au dépourvu. Pas pour l'implication romantique, mais parce que oui, j'avais quelqu'un qui m'attendait. La personne la plus importante de ma vie. Pourquoi cette question? Parce que parfois, tu as une expression nostalgique, comme si une partie de toi était ailleurs. Il avait tellement raison que ça faisait mal. Et si c'était le cas? Karim a posé sa fourchette sur son assiette et m'a regardé droit dans les yeux. Alors je dirais que cette personne a beaucoup de chances d'être aimée par toi, même à distance. La sincérité dans sa voix a failli me faire tout raconter. Presque. Au lieu de cela, je me suis levée de table. Je pense que je vais me retirer plus tôt ce soir. Léa. Il s'est levé aussi, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il me suivrait, qu'il insisterait pour continuer la conversation, qu'il me forcerait à dire la vérité. Au lieu de cela, il a simplement dit « Dors bien », mais je savais, en montant les escaliers vers ma chambre, que notre danse délicate autour de la vérité touchait à sa fin. Bientôt, je devrais choisir entre sauver ma fille et préserver ce que Karim et moi avions développé. Parce qu'il devenait clair que je ne pourrais pas avoir les deux. Le 8e mois est arrivé avec 2 nouvelles qui ont tout changé. Chloé avait enfin une date confirmée pour la chirurgie, et j'étais amoureuse de mon mari sous contrat. La première nouvelle m'a remplie de soulagement et d'espoir. La seconde m'a terrifiée. La chirurgie est prévue dans 3 semaines, m'a informé Martine lors de notre appel hebdomadaire. Les médecins sont confiants. Les examens préopératoires ont montré des améliorations significatives avec le traitement. J'étais dans ma chambre, marchant en rond en assimilant l'information. 3 semaines, après des mois d'attente angoissante, ma fille allait enfin subir la chirurgie qui pourrait la sauver. Combien dois-je transférer? 300 000 $ américains. Ils veulent le paiement intégral avant l'intervention. J'ai fait les calculs rapidement. Avec l'argent que j'avais déjà reçu et les 2 prochains versements mensuels, j'aurais exactement ce qu'il fallait. Mais cela signifiait utiliser pratiquement tout le montant du contrat. Léa, tu es toujours là? Oui, désolée. Peux-tu confirmer avec l'hôpital? Je vais transférer l'argent demain. Bien sûr. Et Léa, Chloé demande quand tu rentres. Elle a dit qu'elle voulait que tu sois là pendant la chirurgie. Mon cœur s'est brisé. Bien sûr qu'elle voulait que sa mère soit près d'elle pendant le moment le plus effrayant de sa petite vie. Dis-lui que je serai là. D'une manière ou d'une autre, je serai là. Mais comment? Mon contrat durait encore 4 mois. Quitter Dubaï maintenant signifierait rompre l'accord et perdre le reste de l'argent. Plus important encore, cela signifierait dévaster Karim, qui m'avait fait confiance pour remplir ma part du marché. Cette nuit a été l'une des pires de ma vie. Allongée dans mon lit, regardant le plafond, j'ai essayé de trouver une solution qui ne détruirait personne. Pourrais-je tout raconter à Karim, lui expliquer pour Chloé, le supplier de me laisser voyager en France pour la chirurgie? C'était un homme bon, je l'avais découvert ces derniers mois, peut-être qu'il comprendrait. Mais ensuite, je me suis souvenu des règles claires du contrat.
Pas de liens familiaux compliqués, pas de drame personnel. J'avais menti depuis le premier jour. Comment réagirait-il en découvrant que toute notre relation avait été construite sur un mensonge? Et il y avait un autre problème, un que j'avais du mal à m'avouer. Je ne voulais pas le blesser. Ces derniers mois, Karim était devenu plus qu'un employeur ou un partenaire contractuel. Il était devenu important pour moi. Très important. Le lendemain matin, une surprise a encore compliqué ma situation. Karim m'attendait dans la salle à manger avec du café fraîchement préparé et une expression étrange sur le visage. « Bonjour » a-t-il dit, mais sa voix avait une formalité que je n'avais pas entendue depuis des mois. « Bonjour, quelque chose ne va pas? Assieds-toi, s'il te plaît. » Mon estomac s'est contracté. Le ton était le même que celui qu'il avait utilisé lors de notre première rencontre à la bibliothèque. « J'ai reçu des informations intéressantes hier soir » a-t-il continué, posant une tablette sur la table entre nous. Mon comptable m'a informé de transferts substantiels de votre compte vers la France. Des transferts réguliers, toujours du même montant, toujours vers la même personne. Mon sang s'est glacé. J'avais été si prudente, mais je n'avais pas pensé qu'il pourrait surveiller mes transactions financières. Karim, je peux expliquer... Tu peux? Parce que selon mon comptable, tu as transféré presque tout l'argent que tu as reçu jusqu'à présent à une certaine Martine Dubois. Ta sœur, peut-être? Cette famille que tu as dit ne pas avoir? La froideur dans sa voix m'a transpercée comme du verre. L'homme affectueux des derniers mois avait disparu, remplacé par le cher distant que j'avais connu le premier jour. C'est compliqué. Rends ça simple pour moi. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment ou jamais. Martine s'occupe de ma fille. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Karim m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ta fille? Chloé. Elle a 6 ans et souffre d'une cardiopathie congénitale. Elle a besoin d'une chirurgie qui coûte 500 000 $. C'est pour ça que j'ai accepté ce contrat. Tu as une fille? Ce n'était pas une question. C'était une constatation choquée. Oui? Et tu m'as menti depuis le premier jour. Karim, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Il s'est levé brusquement, commençant à faire les 100 pas. Que toute notre relation a été construite sur des mensonges? Que tu me vois comme un idiot qui peut être manipulé? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu mentir, mais les règles du contrat étaient claires. Les règles existaient pour une raison. Sa voix s'est élevée pour la première fois depuis que je le connaissais. Pour éviter exactement ce genre de complications. Quelles complications? J'ai rempli ma part de l'accord. J'ai été présente à tous les événements. J'ai fait bonne figure. J'ai été l'épouse parfaite dont tu avais besoin. Pendant que tu utilisais mon argent pour tes projets personnels. Pour sauver la vie de ma fille. Nous avons crié en même temps. Notre première vraie dispute explosant avec la force de mois de tension accumulée. Puisque tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que tu aimes nos histoires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Mets un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu nous regardes. Karim s'est arrêté de marcher et m'a regardé, sa respiration lourde. Une fille. Léa, tu as une fille malade et tu n'as jamais pensé que je devrais le savoir? Tu as clairement dit que tu ne voulais pas de complications. Et maintenant? Elle va bien? La chirurgie a-t-elle été effectuée? Non. Ma voix est sortie comme un murmure. Elle est prévue dans 3 semaines. 3 semaines. Il a passé ses mains dans ses cheveux, essayant clairement de tout assimiler. Et tu avais prévu de gérer ça comment? Je ne sais pas. J'essayais de trouver un moyen d'être là pour elle sans rompre notre contrat. Notre contrat. Il a ri, mais il n'y avait aucune joie dans le son. Tu penses que nous avons encore un contrat valide après avoir découvert qu'il a été construit sur des mensonges? La peur m'a complètement envahie. Karim, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais Chloé a besoin de cette chirurgie. Arrête. Il a levé la main. Juste, arrête. Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes. Je pouvais voir la lutte interne sur son visage. La bataille entre la colère, la déception et quelque chose qui aurait pu être de la peine. Tu me connais depuis 8 mois, a-t-il finalement dit, sa voix redevenue contrôlée. Pendant tout ce temps, t'ai-je déjà donné une raison de croire que je refuserais d'aider une enfant malade? La question m'a frappée comme la foudre. Parce que non, il ne m'avait jamais donné de raison de le croire. Karim était beaucoup de choses, réservé, contrôlé, blessé par le passé, mais il n'était pas cruel. Non, ai-je admis. Alors pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Parce que j'avais besoin de l'argent avec une certitude absolue. Je ne pouvais pas prendre le risque que tu changes d'avis ou que tu annules le contrat. Et en faisant cela, tu as justement garanti que cela se produise. Il a marché jusqu'à la fenêtre, me tournant le dos. Je veux que tu partes. Karim, quitte le palais. Aujourd'hui. Je vais organiser un vol pour la France demain matin. Et le contrat? Il est annulé. Tu recevras ce que tu as déjà gagné. Rien de plus. Mon monde s'est effondré. Pas seulement parce que je perdrais le reste de l'argent, même si c'était dévastateur, mais parce que je le perdais, lui. L'homme dont, contre toute attente et toutes les règles,
J'étais tombée amoureuse. Karim, Quoi, Léa? Toi quoi? Je voulais dire que je l'aimais. Que les derniers mois avaient été les plus heureux de ma vie d'adulte, même s'ils étaient construits sur un mensonge, qu'il m'avait montré ce que c'était que d'être prise en charge, protégée, valorisée. Mais les mots ne sont pas sortis. Comment pouvais-je déclarer mon amour à quelqu'un qui venait de découvrir que toute notre relation était fausse? Rien, ai-je murmuré. Alors nous n'avons plus rien à discuter. Je suis montée dans ma chambre avec des jambes tremblantes. J'ai commencé à faire mes valises machinalement. 8 mois de vie résumés dans une petite valise. 8 mois de ce qui aurait pu être un véritable amour, détruit par un mensonge nécessaire. Cette nuit-là, pour la dernière fois, j'ai dormi dans le palais du cheikh Karim Al-Masri. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le lendemain, un chauffeur silencieux m'a conduite à l'aéroport. Karim n'est pas venu me dire au revoir. Pendant les 15 heures de vol de retour en France, j'ai eu le temps de digérer tout ce que j'avais perdu. Pas seulement l'argent, même si cela rendait la situation de Chloé beaucoup plus compliquée, mais la possibilité de quelque chose de réel, de vrai et de beau, qui avait fleuri au milieu de notre imposture. Quand l'avion a atterri à Paris, j'étais à nouveau Léa Dubois, infirmière et mère célibataire. L'épouse du cheikh Karim Al-Masri était restée derrière à Dubaï, avec les morceaux de mon cœur. Chloé dormait quand je suis arrivée à l'appartement de Martine à 2 heures du matin. Voir son petit visage serein, entendre sa respiration légèrement irrégulière même pendant son sommeil, m'a rappelé pourquoi j'avais fait tout cela. Comment ça s'est passé? A murmuré Martine. Compliqué, ai-je répondu en embrassant le front de ma fille. Mais je suis à la maison maintenant. Je n'ai pas mentionné que maison ne semblait plus être le bon endroit. Je n'ai pas dit qu'une partie de moi était restée dans un palais à l'autre bout du monde, avec un homme qui me haïssait probablement. Chloé s'est réveillée quelques heures plus tard et s'est jetée dans mes bras comme si j'avais été absente pendant des années, pas des mois. « Maman, tu es de retour? Tu vas rester pour ma chirurgie? » « Oui, mon amour. Je ne pars plus nulle part. » C'était une promesse que j'avais l'intention de tenir, même si cela signifiait vendre tout ce que je possédais pour payer les frais restants de la chirurgie. Les jours suivants, j'ai replongé dans la réalité française. J'ai vendu tout ce qui avait de la valeur. Meubles, appareils électroménagers, même la voiture que j'utilisais rarement. J'ai accepté toutes les gardes supplémentaires disponibles à l'hôpital où je travaillais avant. J'ai créé une cagnotte en ligne. J'ai demandé de l'aide à toutes mes connaissances. J'ai réussi à rassembler 150 000 €, loin des 300 000 $ nécessaires, mais un début. C'est un mardi, 5 jours avant la chirurgie prévue, que j'ai reçu un appel de l'hôpital. « Madame Dubois, c'est de l'administration de l'hôpital Necker. Concernant la chirurgie de votre fille, mon cœur s'est arrêté. Si vous allez l'annuler faute de paiement. » En fait, c'est le contraire. Le paiement intégral a été effectué hier. 200 000 $ américains transférés depuis un compte international. Je suis restée sans voix. Qui a fait le paiement? Je ne peux pas divulguer de détails, mais l'expéditeur a demandé à vous remettre ceci. Le lendemain, j'ai reçu une enveloppe simple, sans expéditeur. À l'intérieur, une carte avec seulement quelques mots écrits à la main dans une calligraphie élégante. Pour Chloé. Quelle est la vie épanouie qu'elle mérite? Car j'ai pleuré pendant 1 heure entière, tenant cette carte comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Karim avait payé la chirurgie de ma fille. Même furieux contre moi, même en me chassant de sa vie, il avait veillé à ce que Chloé reçoive le traitement nécessaire. La chirurgie a été un succès total. 5 heures d'opération qui sont passées comme une éternité, mais qui ont abouti à la correction complète du défaut cardiaque de Chloé. Les médecins ont dit qu'elle pourrait mener une vie complètement normale. Pendant les jours de convalescence à l'hôpital, en regardant ma fille dormir paisiblement avec un cœur qui fonctionnait enfin parfaitement, j'ai constamment pensé à Karim. Comment le remercier? Comment lui expliquer ce qu'il avait fait non seulement pour Chloé, mais pour moi? J'ai essayé d'appeler le palais plusieurs fois, mais les appels ne lui étaient jamais transférés. J'ai envoyé des emails qui n'ont jamais eu de réponse. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais eu le courage d'envoyer. Des mois ont passé. Chloé s'est complètement rétablie, est retournée à l'école, a commencé à jouer et à courir comme n'importe quel enfant normal. Je suis retournée au travail, j'ai essayé de reconstruire notre vie, j'ai faim d'aller bien, mais ce n'était pas le cas. Une partie essentielle de moi était restée à Dubaï et je ne savais pas comment la récupérer. C'est un samedi matin, près de 6 mois après la chirurgie de Chloé, que tout a de nouveau changé. Je préparais du café quand l'interphone a sonné. Je suis descendue, m'attendant à trouver le gardien avec un colis. Au lieu de cela, il y avait un homme en costume dans le hall de l'immeuble. « Madame Dubois, j'ai quelque chose à vous remettre. » Il m'a tendu une élégante enveloppe, scellée à la cire rouge. « De qui? Je ne peux pas révéler, madame. Mais il est important que vous la lisiez aujourd'hui. » Je suis montée les escaliers avec des jambes tremblantes, mon intuition me disant que ma vie était sur le point de changer à nouveau. À l'intérieur de l'enveloppe,
Une invitation imprimée sur du papier cher. La Fondation Al-Masri a l'honneur de vous inviter à l'inauguration de la clinique cardiaque pédiatrique Chloé, dédiée au traitement gratuit des enfants atteints de maladies cardiaques. Date: samedi prochain. Lieu: Paris. RSVP non nécessaire. Mon cœur s'est arrêté. Une clinique au nom de ma fille, fondée par lui. Au bas de l'invitation, une note manuscrite. Certaines histoires méritent une meilleure fin que celles qu'elles ont eues. K. J'ai regardé Chloé, qui jouait joyeusement dans le salon, complètement inconsciente du miracle qui était survenu dans sa vie. Et j'ai su que, quoi qu'il arrive, je serais à cette inauguration. Parce que certaines personnes entrent dans nos vies et, même lorsqu'elles partent, elles laissent des traces indélébiles. Et peut-être, juste peut-être, que certaines histoires méritent vraiment des secondes chances. La clinique cardiaque pédiatrique. Chloé était située dans un quartier chic de Paris, mais le bâtiment lui-même était accueillant et moderne, clairement conçu pour les enfants. Des jardins colorés, des panneaux d'art joyeux sur les murs et un sentiment général d'espoir qui émanait de chaque détail. Je suis arrivée 1 heure en avance, ma nervosité grandissant à chaque minute. J'avais changé de tenue 3 fois avant de quitter la maison, optant finalement pour une simple robe bleue que Karim avait complimentée lors d'un de nos dîners à Dubaï. Chloé était avec moi, rayonnante dans sa robe jaune préférée, complètement inconsciente de l'importance du moment. « Maman, pourquoi es-tu si nerveuse ?» m'a-t-elle demandé alors que nous marchions dans le jardin d'entrée. « Je ne suis pas nerveuse, mon amour. Juste impatiente de voir la nouvelle clinique. Celle qui a mon nom? Oui, celle-là même. » Chloé avait été euphorique en apprenant l'existence de la clinique. Pour elle, c'était comme être une princesse de conte de fées. Elle ne comprenait pas complètement l'ampleur du geste, mais elle savait que c'était spécial. D'autres personnes ont commencé à arriver, des médecins, des autorités locales, des représentants d'organisations de santé. J'ai reconnu quelques visages des médias médicaux, mais j'observais surtout chaque voiture qui arrivait, cherchant celle qui pourrait amener Karim. Viendrait-il vraiment? Ou enverrait-il seulement des représentants? À 14 heures, la cérémonie officielle a commencé. Un homme élégant, qui s'est présenté comme le docteur Julien Mercier, directeur de la nouvelle clinique, a prononcé un discours émouvant sur l'impact que l'établissement aurait sur la vie des enfants défavorisés souffrant de problèmes cardiaques. Cette clinique, a-t-il dit, a été rendue possible grâce à la générosité extraordinaire d'un bienfaiteur qui a préféré rester anonyme, mais dont le cœur est clairement aussi grand que sa fortune. Je savais que Karim n'était pas vraiment anonyme, il évitait simplement les projecteurs. C'était typique de lui de faire quelque chose de grand et de préférer rester dans l'ombre. La cérémonie s'est poursuivie avec des visites des installations. C'était impressionnant. Des équipements de pointe, des chambres décorées avec des thèmes pour enfants, une aire de jeu qui ressemblait plus à un parc d'attractions. Tout était conçu pour que les enfants malades se sentent moins effrayés et plus optimistes. « Maman, regarde !» Chloé a couru vers un mur où se trouvait une plaque dorée. C'est écrit mon nom. C'était vrai. Une plaque simple mais élégante disait « Clinique cardiaque pédiatrique Chloé », où chaque cœur compte. En dessous, en lettres plus petites, dédié à tous les enfants qui se battent avec courage et aux mères qui font tout par amour. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. « Pourquoi tu pleures, maman ?» Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Parce que parfois les gens font des choses qui nous touchent très profondément. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retournée lentement et il était là. Karim Al-Masri, portant un costume sombre au lieu de ses tuniques traditionnelles, avait l'air un peu plus mince, peut-être un peu plus fatigué, mais il était toujours l'homme le plus impressionnant que j'ai jamais vu. « Karim », ai-je murmuré. « Bonjour, Léa. » Chloé, qui n'avait jamais vu l'homme dont je parlais vaguement comme un ami de Dubaï, a regardé curieusement entre nous deux. « C'est l'homme qui a construit ma clinique ?» a-t-elle demandé avec la franchise typique des enfants. Karim s'est agenouillé pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, Chloé, je suis Karim. Et oui, j'ai aidé à construire ta clinique. Pourquoi? Parce que ta maman m'a dit que tu avais un cœur très spécial, et j'ai pensé que d'autres petits garçons et filles avec des cœurs spéciaux méritaient aussi des soins spéciaux. » Chloé a souri, rayonnante. « Mon cœur fonctionne parfaitement maintenant. Tu veux voir ma cicatrice? » Avant que je puisse intervenir, elle a légèrement soulevé sa robe, montrant fièrement la petite cicatrice sur sa poitrine. Karim l'a examinée avec un sérieux fin. Impressionnant. C'est définitivement la cicatrice d'une guerrière très courageuse. Chloé a ri, clairement ravie. Maman a dit que tu habitais très loin. C'est vrai. Mais parfois, on fait des voyages spéciaux pour voir des personnes importantes. Il s'est levé, ses yeux rencontrant enfin les miens. Chloé, a-t-il dit doucement, et si tu allais voir ces poissons rouges dans le bassin? Je pense que ta maman et moi avons besoin de parler. Chloé a regardé entre nous deux avec la perspicacité d'une enfant qui sait quand les adultes ont besoin de parler de choses d'adultes. D'accord, mais ne soyez pas trop long.
Elle a couru vers le petit bassin ornemental, nous laissant seuls pour la première fois en près d'un an. « Elle est magnifique », a dit Karim en regardant Chloé nourrir les poissons. « Elle te ressemble beaucoup. Karim, je ne sais même pas par où commencer pour te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Bien sûr que si, tu as sauvé la vie de ma fille. Tu as construit une clinique entière en son nom. J'ai fait ce qui était juste. » Sa voix était douce, mais il y avait une distance qui m'a brisé le cœur. « Comment va-t-elle? Complètement rétablie? » « Oui, les médecins ont dit qu'elle pouvait mener une vie complètement normale. Elle peut courir, jouer, faire tout ce que les autres enfants font. J'en suis heureux. » Nous sommes restés silencieux un instant, regardant Chloé rire en essayant de convaincre un poisson récalcitrant de manger dans sa main. « Pourquoi as-tu fait tout ça? » ai-je finalement demandé. « Fait quoi? Tout? La chirurgie, la clinique, venir ici? » Karim était resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. « Parce que, a-t-il finalement dit, j'ai passé des mois à essayer de te haïr pour ce que tu as fait. J'ai essayé de me convaincre que tu n'étais qu'une personne de plus qui essayait de m'utiliser pour mon argent. Et tu y es parvenu? Non. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que quand j'ai finalement arrêté de ressentir de la colère, j'ai pu comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Karim, tu es une mère, Léa. Tu ferais n'importe quoi pour sauver ta fille, y compris mentir à un étranger arrogant qui a créé des règles stupides basées sur ses propres peurs. Tes règles n'étaient pas stupides. J'aurais dû te faire confiance depuis le début. Peut-être, mais j'aurais aussi dû créer un environnement où tu te sentirais en sécurité pour me faire confiance. Des larmes ont recommencé à couler sur mon visage. Tu m'as tellement manqué, ai-je murmuré. Et tu m'as manqué aussi, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il s'est approché, levant la main comme pour toucher mon visage, mais s'arrêtant au dernier moment. Léa, puis-je te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Pendant tous ces mois à Dubaï, y avait-il quelque chose de réel entre nous? Ou tout faisait-il partie du spectacle? La question m'a prise au dépourvu, mais la réponse est sortie sans hésitation. C'était réel. Chaque moment après cette première tempête de sable était complètement réel. Je suis tombée amoureuse de toi, Karim, malgré toutes les règles, malgré le contrat, malgré le fait de savoir que je compliquais tout. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Chloé? S'il y avait quelque chose de réel entre nous, pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Parce que j'étais terrifiée. Terrifiée que tu annules tout. Terrifiée que tu me vois comme quelqu'un qui essayait de te manipuler, terrifiée de te perdre toi et l'argent pour sauver Chloé. Et en faisant cela, tu as perdu les deux de toute façon. Oui, ai-je admis. J'ai perdu. Karim était redevenu silencieux, et je pouvais voir qu'il luttait intérieurement. Léa, a-t-il finalement dit, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Quoi? Je suis aussi tombé amoureux de toi, profondément, irrévocablement amoureux, au point de commencer à remettre en question toutes les règles que j'avais créées pour ma vie. Mon cœur s'est emballé, même après avoir découvert pour Chloé, surtout après avoir découvert pour Chloé, parce que j'ai compris que tu n'étais pas une opportuniste qui essayait de m'utiliser. Tu étais une mère désespérée, faisant ce qui était nécessaire pour sauver sa fille, et ça m'a fait t'aimer encore plus. Alors pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur d'admettre que je voulais plus que notre contrat. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, imagine les prochaines. Abonne-toi à la chaîne pour n'en manquer aucune. Mets un like à Serre et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes en ce moment. Peur que, si je te laissais entrer complètement dans ma vie, tu finirais aussi par me quitter. Comme ma mère a essayé de quitter mon père. Maintenant, je comprenais. Ces peurs reflétèrent les miennes, mais venaient de directions différentes. Karim, ai-je dit doucement, puis-je te dire quelque chose? Bien sûr, je ne te quitterai jamais, à moins que tu ne me chasses. Et si je te disais que je ne veux plus te chasser? Que je veux que toi et Chloé fassiez partie de ma vie, non pas par contrat, mais par choix? Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Je dirais qu'il n'y a rien au monde que je désire plus. C'est alors qu'il a finalement touché mon visage, ses mains grandes et chaudes essuyant mes larmes. Alors peut-être que nous pouvons recommencer, sans contrat, sans mensonge, sans règles stupides. Juste nous trois, en découvrant comment construire quelque chose de réel ensemble. « Maman! Karim !» Chloé a couru vers nous, tenant un petit poisson rouge en plastique qu'elle avait apparemment pêché comme souvenir. « Vous avez fini de parler? Je peux montrer ma chambre à Karim quand on rentrera à la maison? » Karim m'a regardé, une question silencieuse dans ses yeux. « Et si, Chloé ?» a-t-il dit. « Et si d'abord nous montrions notre appartement à Karim, et ensuite il nous racontait son palais à Dubaï? »« Tu as un palais ?» Les yeux de Chloé se sont écarquillés. « Un vrai palais avec des tours et des jardins? »« Oui, et il y a une chambre qui serait parfaite pour une princesse guerrière avec une cicatrice spéciale. » Chloé m'a regardé, puis Karim, puis à nouveau moi. « Maman, tu pleures encore, mais cette fois tu as l'air heureuse. »« Je suis très heureuse, mon amour. »« Alors on peut garder Karim? »
J'ai regardé l'homme qui avait sauvé ma fille, construit une clinique en son nom, traversé le monde pour trouver un moyen de nous réunir, et qui m'offrait un avenir dont je n'avais jamais osé rêver. Oui, ai-je dit, prenant la main de Chloé avec l'une des miennes et la main de Karim avec l'autre. Je pense qu'on peut garder Karim. En marchant ensemble dans les jardins de la clinique cardiaque pédiatrique Chloé, 3 personnes que le destin avait séparées et réunies de manière inattendue, j'ai su que notre histoire ne faisait que commencer. Certains mensonges détruisent des vies. D'autres, paradoxalement, peuvent non seulement en sauver une, mais en créer de toutes nouvelles. Le mien avait fait les deux. Et à la fin, il nous avait conduits exactement là où nous devions être, ensemble.